Bonjour. En parlant de la critique littéraire, on parle plus ou moins de la recherche sur la littérature. On décrit, on analyse, on interprète et l'on dépend des jugements littéraires des autres ou de soi-même comme autre. D'après certains chercheurs, le philosophe Aristote passe pour être l'initiateur de la critique littéraire selon le discours de Dion de Prusse I, ainsi qu'avec le philosophe Socrate où le pastiche est usité comme genre littéraire et où l'auteur est amené à se moquer. Un certain discours sur la littérature s'est institué avec Sainte-Beuve, qui a cherché à l'expliquer à partir de son contexte d'origine. L'expression « critique littéraire » recouvre aujourd'hui deux activités relativement autonomes. Elle désigne d'une part les comptes rendus de livres dans la presse, à la radio, à la télévision, parle ici de critique journalistique. Elle renvoie, d'autre part, au savoir sur la littérature, aux études littéraires ou à la recherche littéraire. Nous accueillons aujourd'hui Mostafa Ben Fares, auteur et critique littéraire, docteur en littérature française délivré par l'université Mohamed Ben Abdallah à Fès, au Maroc. Il est diplômé de l'enseignement supérieur en psychopédagogie et andragogie à Montréal. Il est membre de l'Union des écrivains québécois, de l'Association québécoise de pédagogie collégiale et du Conseil international des études francophones, conférencier professeur de littérature à l'Institut de technologie agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Il a déjà publié 4 livres. Voix du silence chez Passerelle en 2013, Altérité, responsabilité et questions identitaires, le cas du Québec en 2014 chez Harmattan, Système d'évaluation du personnel pour une gestion stratégique du capital humain dans l'administration publique marocaine, publié aussi chez l'Harmattan en 2015, et Francophonie québécoise et littérature marocaine migrante, mémoire, médiation et potentiel symbolique, toujours chez l'Harmattan 2017. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors Mostafa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci beaucoup. Vous avez d'abord commencé par écrire un recueil de nouvelles, Voix du silence, puis des essais et on va dire des critiques qui portent sur la littérature et la recherche sur la littérature. Finalement, cette transition de la littérature vers l'essai, vers la critique, est-ce que c'était une transition normale? Est-ce que c'était voulu de votre part? Oui, pour la transition, au début c'était normal, mais avec le temps j'ai découvert que c'est un passage que je devais faire en fonction de mes recherches, parce que je suis enseignant, professeur de littérature, donc ça m'intéressait beaucoup de poser dans les deux sens. Donc, en tant qu'enseignant, des mises à jour au quotidien avec les étudiants et tout, et en même temps, ce que j'enseigne, ça se reflète dans la littérature que je pratique au quotidien au niveau de l'écriture. Donc, pour le parcours de publication, c'est vrai, ça a commencé avec Voix de silence, un recueil de nouvelles dont les histoires se passent au Maroc, ma ville natale. Donc, une première expérience, c'était très, très intéressante, même s'il y avait quelques frustrations à ce niveau-là, mais enfin, c'était très intéressant. Et ce premier texte, donc la conclusion de ce premier texte, c'était quoi? C'était que je viens de découvrir que l'écriture est très importante. Dans quel sens? Dans la conservation de la mémoire, et collective et individuelle. Donc c'était le premier pas, si tu veux, pour découvrir la littérature dans le sens le plus large et par la suite aller aussi de côté ou en parallèle pour aller découvrir la littérature, ce qu'on appelle littérature migrante francophone, puisqu'on est dans un contexte migratoire par excellence, et à l'université aussi. Donc il y a toujours des influences dans ce sens-là, des échos au quotidien, donc ça m'intéressait beaucoup. Et ça m'a donné une grande inspiration aussi d'aller creuser un petit peu dans ce sens. Donc, la littérature migrante francophone, ça pose trop de questions. La première de ces questions, c'est que la place de la langue française pour un migrant francophone qui écrit en français alors qu'il pense ou qu'il est inspiré autrement. Oui, parce que ses origines aussi, exactement ça dépend de ses origines qui ne sont pas forcément d'ici quand on n'est pas ici. Et je vais rappeler, donc il y avait, vous avez commencé par altérité, responsabilité, question identitaire, le cas du Québec. Exactement. Vous avez traité après système d'évaluation du personnel. Ça, c'est une touche un petit peu administrative. Oui.
pour une gestion stratégique du Exactement capital humain, Oui. l'administration publique marocaine. Oui, ça touche l'administration, mais en gros, ça touche aussi le management, la façon de gérer un capital humain en fonction des objectifs précis. En fonction de certains objectifs, Exactement ça. Et il y a un mélange aussi entre management, gestion et pédagogie. Là, ça rentre un petit peu là-dedans, puisque ça va en parallèle avec ce que je fais au quotidien, donc vous avez, normalement. Excellent. Donc, ça complète quelque chose pour la littérature. Pour la littérature, c'est intéressant. Puis il y a francophonie québécoise et littérature marocaine, migrante. J'imagine c'est votre tout dernier. Oui. Et vous êtes penché, vous avez abordé dans ce livre la mondialisation culturelle au sein et le destin aussi des écritures migrantes. Est-ce que vous pouvez être plus explicite à ce niveau quand vous dites le destin des écritures migrantes et la mondialisation? Comment est-ce que vous pouvez les définir? Exactement, oui, pour la littérature en général. Je ne vais pas spécifier juste la marocaine parce que ça fait partie de ces littératures migrantes, francophones en général. Donc il y a toujours la question de la langue pour un écrivain comme moi débutant. Donc la question de la langue, ça pose forcément pour écrire. Pourquoi? Parce qu'au jour le jour, j'ai découvert qu'on est en train de vivre un aspect conflictuel à ce niveau-là. Parce qu'il y a un moi profond, ça veut dire la façon avec laquelle je pense, et l'inspiration qui suit cette pensée-là. Et l'écriture, le dit textuel au quotidien, c'est en français. Alors que peut-être dans ma langue maternelle, c'est l'arabe. Donc je pense en arabe, j'écris en français. Oui. Ça a toujours donné cet aspect conflictuel en quelque sorte. Et quand j'ai essayé d'élargir cette perception-là au niveau des littératures francophones migrantes, donc ça touche pour la majorité des écrivains, ils ont vécu le même problème à peu près. Le même problème. Hein? Exactement. Surtout quand on parle d'un espace migratoire et puis il y a une diversité francophone à respecter au sein de cet espace-là. Oui. Donc j'étais allé chercher cette question-là, la question de la langue. Donc ça m'a rappelé pas mal d'écrivains comme Abdelkébir El-Khatebi par exemple, Amour bilingue. Oui, oui. Surtout qu'il faut mentionner que la question de la langue, elle dépend de chaque pays. L'Algérie, c'est le butin de guerre avec Kateb Yassine. Oui. Il y a aussi une perception de la langue chez Khatebi, comme vous dites. Je vous remercie pour la dédicace. Je vais lire une phrase que j'ai trouvée intéressante. Je me permets de partager ça avec vous, mesdames et messieurs. Dans ce livre, et à l'image de l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, je voulais planter un arbre, principalement un olivier dans la grande et dense forêt de la francophonie québécoise. Mon seul et unique espoir est que cet étrange olivier puisse survivre au milieu des hêtres, des chênes, des érables et supporter, surtout, le froid mordant et la rigueur des conditions hivernales au Québec réputées longues et insupportables. Donc planter un arbre au milieu d'une francophonie québécoise. Comment est-ce que vous définirez cette francophonie, votre perception de la francophonie québécoise? Donc la francophonie québécoise, c'est une francophonie ouverte. C'est assez ouverte quand même par rapport à la diversité francophone existante au sein de cette francophonie-là. Mais il y a quand même un travail à faire toujours pour cette francophonie-là parce que quand on dit connexion avec les autres francophonies, ça reste un petit travail à faire, surtout au niveau international par exemple. Surtout pour les personnes qui viennent ici pour la première fois, pour y résider ou bien pour avec des référents et des repères qui sont différents. Exactement. Parfois, ils sont un petit peu perdus. Donc, le rôle d'une francophonie, donc, il a une mission dans ce sens-là pour assurer, pour qu'on puisse parler finalement d'une diversité francophone respectée et connectée aussi. Donc, une francophonie responsable, c'est obligatoire. Et toutes les littératures migrantes francophones qui viennent pour ici ou qui se développent ici, donc ils ont une contribution spécifique pour cette francophonie-là. Ils ont une contribution surtout aussi, parce qu'on n'oubliera pas aussi que vous êtes originaire du Maroc, le nord d'Afrique, donc la pratique du français est assez fluide et il y a des conceptions donc, qui varient, comme je disais, d'un pays à l'autre. On va faire une pause, Mostafa, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de notre émission Art et Lettres avec notre invité, Mostafa Ben Fares. Savez-vous, je suis en train de feuilleter votre livre, je suis tombé sur ce court passage, toujours de francophonie québécoise et littérature marocaine migrante. Dans un contexte migratoire, rappelons-le, le repli identitaire en tant que bouclier protecteur ne mène nulle part, il ne peut qu'engendrer silence, solitude et marginalisation. Donc le repli identitaire, c'est dans le fond une résultante
de crispations qui peuvent émerger si on ne fournit pas d'efforts, n'est-ce pas? Exactement ça, oui. Donc, et puis, vous parlez aussi de l'urgence, parce que là, j'insiste sûrement, l'urgence d'une littérature monde. En quoi est-ce que ça vous interpelle, cette urgence? Donc, littérature monde, juste pour se débarrasser peut-être vis-à-vis de la notion de centre qu'on a habitude d'entendre assez souvent et quotidiennement presque. Donc, littérature francophone migrante et littérature française, donc le dilemme centre-périphérie, littérature de centre, littérature périphérique. Donc, je pense qu'il est urgent aujourd'hui, il est venu le temps de mettre un point sur cette ambivalence-là. Donc, quand on dit littérature française ou littérature francophone migrante, pour moi, ça ne pose pas grande question seulement pour l'usage de la langue. Là, on peut critiquer un petit peu plus, comme je l'ai précisé tout à l'heure, que pour le migrant francophone, donc il y a toujours au niveau de l'écriture ce double aspect conflictuel entre un moi profond, qui est lui-même, et le moi pratique, ça veut dire l'udit textuel, ça veut dire son écriture en français. Là. Donc le moi profond, le moi textuel. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est toujours juste une question d'appellation, parce qu'on peut parler de littérature monde, qu'on peut parler de littérature marocaine d'expression francophone plutôt que française, ou littérature algérienne, ou littérature haïtienne. Oui. Donc, dans cette perspective aussi, vous posez la question à savoir pourquoi continuer au Québec à parler d'une littérature marocaine. J'aimerais connaître votre perception à ce niveau, Moustapha. Donc ça, c'est sûr qu'on est dans un contexte migratoire. Donc quand on dit contexte migratoire, il y a une diversité francophone. Donc diversité francophone, chaque communauté a sa littérature, donc, qui est écrite en français normalement, mais elle est là pour apporter une contribution à cette francophonie québécoise. Donc il ne faut pas oublier ça parce que c'est très très intéressant. Mais malheureusement, parfois, quand on parle de ces littératures-là, la question de la reconnaissance, elle est quasiment absente. Donc, ce que je demande comme écrivain francophone, peut-être, c'est qu'il est urgent aussi d'avoir une reconnaissance pour toutes les littératures. Quand on parle surtout de la République des lettres, donc chaque littérature a sa part là-dedans. Là. Donc, pourquoi cette reconnaissance est très importante et urgente? Pour contrer ce que j'ai appelé mondialisation culturelle. Parce que la mondialisation culturelle, n'oublions... Il ne faut pas oublier ça, que la mondialisation culturelle est en train de uniformiser tous les aspects de la vie quotidienne, y compris la culture spécifique ou les cultures spécifiques. Donc il y a un danger là-dedans, et puisqu'il n'y a pas une reconnaissance de cet espace migratoire ou bien de pays d'accueil où on vit, donc ça reste beaucoup de choses à faire. Et je commence aussi avec la mission de l'écrivain lui-même. Lui-même, exactement. Donc il y a des responsabilités dans ce sens-là. Donc ici, vous parlez de problèmes de reconnaissance. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs causes qui empêchent la littérature, je veux dire, marocaine d'expression francophone, peut-être de percer, même s'il y a quelques auteurs tout de même. Il doit y avoir des causes. Parce que souvent, quand on parle de littérature qui vient d'un pays francophone, on parle aussi de l'hybridité textuelle. On parle aussi de la perception d'une certaine stigmatisation de la part de la majorité. Il y a d'autres arguments aussi. Quelles sont, à votre avis, les issues qui permettraient aux littératures francophones installées au Québec d'émerger? Bonne question. Donc, j'ai pas mal d'idées là-dessus. Donc, commençons par l'interculturel d'abord. Quand on parle d'interculturel au Québec, donc c'est l'affaire de qui l'interculturel? Je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde est responsable de par sa position. Donc il y a une responsabilité de chacun envers ça. Exactement. Et tout le monde est appelé de par sa position d'alimenter cet interculturel-là qui devient par la suite un patrimoine collectif exactement. Pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, peut-être je vais chercher la médiation culturelle aussi. Donc l'écrivain, en tant qu'écrivain, donc il a une mission aussi envers le social ou la société en général, par des pratiques de médiation au quotidien, comme les conférences, les débats, les tables rondes et tout ça, les salons de livres. Donc, il peut dynamiser cet temps culturel-là et apporter quelque chose de nouveau. N'oublions pas aussi la dimension de lecteur, qui est une dimension majeure dans un contexte migratoire. Donc, et quand on parle de la dimension du lecteur, on parle de la réception, alors. Exactement ça. Donc, quand on vise un lecteur, donc il faut viser le lecteur dans son sens général. On est dans un espace migratoire, donc il faut prendre en considération cette diversité francophone. Donc si j'écris un texte, même c'est littérature migrante francophone, mais
ça ne doit pas viser juste un seul lectorat, mais il faut interpeller tous les lectorats possibles. Exactement. Et mon texte doit être en quelque sorte un texte qui peut interroger, qui peut dialoguer avec les autres et qui peut aussi intéresser les autres. Donc si on ne prend pas en considération tous ces éléments-là, donc ma littérature, ça reste en quelque sorte coincé quelque part. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la reconnaissance. Donc pour réaliser ce petit projet de reconnaissance, donc il y a tout un travail et des responsabilités de la part de l'écrivain aussi. Exactement. Dans ce sens-là. Et j'ose présumer, en plus des raisons dont vous parlez, le rôle de l'interculturel aussi, mais j'imagine aussi que peut-être l'absence d'éditeurs crédibles qui prendraient en compte la sensibilité qui s'ajoute normalement, qui s'imbrique à la littérature québécoise, la sensibilité de ces auteurs. J'imagine que c'est aussi très important que ça soit pris en compte, surtout s'il y a des éditeurs, je dirais courageux, et j'insiste sur ça, courageux, qui prendraient en compte les productions littéraires. Je pense qu'on a le cas de Mémoire d'Encrier, mais on va parler de ce volet juste après la pause et on vous revient, mesdames et messieurs, restez avec nous. Alors, merci de votre fidélité. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres avec notre invité Mostafa Benfares. Mostafa, je parlais tout à l'heure aussi du rôle des éditeurs pour pouvoir propulser les auteurs. Quelle est votre perception du monde de l'édition au Québec? C'est vrai, d'après mon parcours de publication, donc j'ai vécu pas mal de problèmes à ce niveau-là, surtout quand on dispose pour la première fois un texte pour publication. Donc, c'est pas sûr que les maisons d'édition vont l'accepter. Donc, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. La moindre des choses, c'est qu'il faut refaire ou réécrire le texte à plusieurs reprises, supprimer des paragraphes, rajouter des choses, etc. Donc, tout un travail, mais majoritairement, donc, pour un écrivain débutant, donc, il y a toujours des obstacles à ce niveau-là. Donc, pour remplacer peut-être ou pour essayer de combler ce vide-là, donc, je suis pour et totalement pour l'édition électronique, pourquoi pas. Donc ça peut aider ces jeunes écrivains aussi, oui, comme première étape. Mais ça reste quand même au Québec, c'est vrai qu'il y a une ouverture à toutes les francophonies possibles, la diversité francophone et tout, mais ça reste quand même un petit peu limité. Surtout pour les écrivains débutants. Mais il faut dire aussi que l'édition électronique, elle avait percé en France beaucoup plus par rapport au Québec et elle a permis d'ouvrir aussi beaucoup plus Peut-être qu'au Québec, ça tâtonne encore et qu'il y a une résistance de la part du réseau de l'ANEL, des éditeurs, pour pouvoir valider ça. Une résistance, oui, mais aussi, il faut noter qu'il y a aussi... On n'a pas de maison d'édition spécialisée, par exemple, quand on parle de littérature francophone migrante. Dans le panorama québécois, je ne trouve pas une maison d'édition qui se spécialise dans ce sens-là, et ou bien qui peut aider ces gens-là pour propulser un petit peu leur carrière au niveau du Québec. Oui, parce que donc c'est pour ça qu'on est parfois contraint ou bien obligé d'aller chercher d'autres maisons d'édition qui peuvent accepter le texte. Exactement. C'est ce qui arrive généralement dans le domaine de la publication. Et en retournant à l'interculturel, c'est sûr que le rôle de l'interculturel, c'est un rôle qui revient à chacun, à condition peut-être de projeter, de s'accepter pour que l'autre puisse nous accepter, d'accepter l'autre pour que l'autre... Vous voyez, il y a toujours une réciprocité. Hein. Ouais. Je note un passage, toujours dans le cadre de francophonie québécoise et littérature migrante, mesdames et messieurs. En l'absence de toute politique dans ce sens, peut-on continuer à parler de l'interculturel comme phénomène relevant seulement de la diversité culturelle? Nous sommes devant des questions très importantes qui méritent de notre part un traitement approfondi. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question? Jusqu'à date, non. Pas encore, mais j'essaie de fouiller beaucoup plus. J'essaie de faire des lectures plus approfondies dans ce sens-là pour essayer de trouver des réponses à mes interrogations illimitées, qui restent limitées quand même. Et en même temps, j'écris toujours. J'écris espérant d'apporter quelque chose de nouveau qui peut combler ce vide-là. Parce que par définition, quand on dit écrivain, c'est quelqu'un d'engagé, ou bien pour juste reprendre la citation de Sartre, c'est quoi la littérature? La littérature, c'est par essence une prise de position. Une prise de position, ça veut dire rajouter quelque chose, contribuer avec quelque chose qui peut dynamiser cet interculturel-là. Et c'est ça, c'est mon travail que je fais maintenant.
pour essayer de, peut-être si j'arrive pas à combler ces vides-là, ou peut-être trouver des perspectives futures pour des recherches ou pour des éléments. Mais est-ce que vous croyez dans le fond que l'interculturel peut aider de manière efficace la propulsion d'auteurs qui débutent, d'aller de l'avant, parce que je pense que le contexte de la diversité au sein de la société québécoise prône l'interculturel comme un ingrédient pour l'insertion au sein de la société, mais il y a des gens aussi qui résistent à l'interculturel. Il faut dire qu'il y a ce problème qui est posé. Hein? Oui, ça c'est sûr, oui. Ils résistent dans le sens où... Oui. Oui, ils résistent ils ont leur raison de le faire, par exemple. Mais pour une intégration réussie, pour une intégration harmonieuse, donc l'interculturel, ça pose de façon presque quotidienne pour chaque personne là. Donc et tout le monde est appelé à alimenter cet interculturel là. Donc il ne faut pas le mettre de côté, on ne peut pas, la journée peut-être, on ne le peut pas, donc il est là, il est quotidien, donc il faut faire quelque chose pour l'alimenter, pour le dynamiser, pour que ça soit, pour la communauté, on parle de la communauté en général, mais n'oublions pas qu'on parle d'une francophonie québécoise. Oui. Donc avant d'être accepté, comme tu as dit, il faut accepter l'autre. Donc il y a toujours cette dimension de l'altérité qui est au milieu de cette... De réciprocité. Oui. Exactement ça. Parfait. Donc il faut le faire, à mon sens, il faut le faire et il ne faut pas arrêter de le faire parce que c'est très très important comme perspective. C'est l'issue pour les immigrants. Oui. Comme perspective. Alors Mustapha, des projets d'avenir, des projets d'écriture? Oui, des projets, j'ai en fait 2 projets que j'ai déjà commencé. Il y a le projet d'un roman. Ah, magnifique. Donc j'ai commencé avec un recueil de nouvelles, mais il y a un roman. Le recueil de nouvelles, l'histoire, ça se passe à Fès, dans ma ville natale. Mais le roman, ça se passe ici, au Québec. Ah, le roman, ça se passe au Québec. Au Québec, avec des personnages rencontrés ici au Québec et tout. Donc je vous laisse cette surprise. Puis l'apparition, elle est prévue dans les prochaines années, les 2 prochaines années, la prochaine année? Oui, la prochaine année, Inch'Allah, oui. Deuxième projet, ça touche, en gros, c'est une continuité de francophonie québécoise, donc ça touche en quelque sorte ce qu'on appelle la mondialisation culturelle. La mondialisation donc culturelle. Là, on commence à paniquer un petit peu entre parenthèses, si tu me passes le terme, quand on parle des cultures spécifiques et des cultures spécifiques, donc à l'intérieur de la mondialisation, donc il y a toujours un risque là. Parce que la mondialisation n'a pas engendré juste ce qui est positif, mais il y a beaucoup de choses négatives. Ça. Donc quand on dit un risque, une menace, donc... la responsabilité des écrivains migrants, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc il faut... De défoncer les portes. Exactement comme ça, pour au moins alourdir cette mondialisation-là, pour que les cultures spécifiques puissent renaître convenablement. Très bien. Mustapha, merci beaucoup d'être passé nous voir chez Arts et Lettres à ICI Télévision. Merci beaucoup. C'était tout le temps qu'on avait pour cette émission. Merci beaucoup de votre fidélité, mesdames et messieurs. N'oubliez pas d'aller à icitélévision.ca et de cliquer sur l'onglet émission Arts et Lettres et de visionner tous les épisodes passés de Arts et Lettres. Kamal Benkiran avec vous, portez-vous bien et à la prochaine.